bonjour et bon matin à tous et à toutes et bienvenue en fait à ce deuxième volet de présentation des nouveautés de ce printemps qui est enfin ensoleillé, je vous l'avais promis la dernière fois, et qui sera en fait cette fois entièrement consacré à la littérature étrangère aux éditeurs hors Québec qui sont publiés par, en fait, sont sous la maison Gallimard Jeunesse Diffusion. Et pour cette occasion toute spéciale, en fait, vous êtes ici avec nous. On se trouve en direct de la Maison de la littérature de Québec, dans le cadre du Salon international du livre de Québec, devant un public qui, ma foi, cette fois-ci, est quand même assez grand et toujours, en fait, passionné et féru de littérature jeunesse. Mon nom est Marlène Landry. Je suis déléguée à l'animation et au développement jeunesse chez Gallimard Diffusion. Et en fait, il me fait vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter des romans, des albums pour la petite enfance, pour les plus vieux et des documentaires qui sont ou qui seront prochainement en fait sur vos tablettes. Vous le savez, la production littéraire, tant québécoise qu'étrangère, elle est volumineuse, riche, abondante et variée. Donc, pour faire une présentation comme celle d'aujourd'hui, je dois faire des choix. Et parfois, c'est très déchirant parce que c'est pas facile. Il faut parfois écarter certains albums qui mériteraient qu'on en parle. Donc, en fait, je vous invite aujourd'hui à aller consulter les sites de Gallimard Jeunesse, de Pastel, Kaléidoscope, l'École des loisirs, La Partie et de Faidon pour en fait voir leur catalogue complet et sélectionner peut-être vos propres petites perles rares. Pour ma part, aujourd'hui, je vais vous présenter la crème de la crème, je vous le dis, les incontournables du moment et mes grands coups de cœur du printemps. Donc, on a un programme de taille aujourd'hui. On a près d'une trentaine de titres que je vais vous présenter. J'ai 4 éditrices invitées et 2 auteurs de renom. Donc, d'ailleurs, certains d'entre eux ont été tellement généreux dans leurs interventions que je vous annonce d'emblée qu'on risque d'étirer un tout petit peu la présentation, mais ce sera pour votre plus grand bonheur, je vous le garantis. Donc, vous connaissez la formule pour ceux qui sont à la maison. La bibliographie et l'enregistrement vont vous être envoyés après la présentation. Vous pourrez la diffuser sans problème et vous êtes toujours les bienvenus à déposer vos questions dans le chat. On a une équipe qui va se faire plaisir d'y répondre. Donc, maintenant, et sans plus attendre, laissez-moi égayer votre printemps avec le meilleur de la littérature jeunesse. Donc, débutons d'abord notre parcours chez les tout-petits ou la petite enfance avec le dernier album Tout carton d'un duo incontournable aux éditions Loulou et compagnie, qui est en fait la collection dédiée à la petite enfance de l'École des loisirs. Et j'ai bien sûr nommé nos chouchous, Michael Escoffier et Mathieu Maudet. Donc, après le fameux Le Ça, Bonjour Facteur et le sympathique personnage de Palomino, les deux compères reviennent ici en force et en joie avec Cool, un robot, un album bien à leur image. Donc, dans cette histoire, un petit monstre orange aimerait faire une blague à son ami. Il veut lui faire croire, en fait, que le jeune lecteur est un robot qu'il peut manipuler à distance grâce à une télécommande. En se prêtant en fait au jeu, l'enfant sera tour à tour amené à tourner la page, hocher la tête, tirer la langue et même dire « caca-proute ». Donc, par des dialogues évidemment très enfantins, mais hyper efficaces et son dessin rigolo et dynamique. Cool, un robot permet en fait à l'enfant de s'approprier de façon interactive les codes du livre, d'entrer pleinement dans l'histoire et d'en faire partie activement. En leur permettant d'interagir ainsi avec les personnages du livre, Escoffier et Maudet donnent aux enfants l'opportunité de passer du lecteur passif à un lecteur pleinement actif et conscient du rapport qu'il entretient avec le livre, avec l'objet en lui-même. Donc, c'est là toute la force de ce duo qui ne cesse de se renouveler là, encore et encore. Avec le prochain titre, il ne faut surtout pas se fier aux apparences.
C'est peut-être un tout petit livre, là, je vous le dis, ce n'est pas plus grand que ça physiquement, mais porteur, en fait, d'un très grand message. Pour réconforter un ami, il suffit simplement d'être là et de prendre le temps de l'écouter avec bienveillance. Donc, après avoir exploré là, toutes les formes de petits bisous de loin, petits bisous enfin, l'autrice Eoin McLaughlin et l'illustratrice Polly Dunbar vont pousser en fait leur réflexion encore plus loin avec Pas contente, qui est publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, Tortue tombe à la renverse et se retrouve coincée sur le dos. Elle est si contrariée qu'elle ne veut même pas de petits bisous. Pour bien comprendre ce qu'elle ressent, Hérisson décide alors de se mettre à sa place et de se retrouver lui aussi, en fait, sur le dos. Donc, par une histoire toute simple, Pas contente, offre aux enfants une explication qui est très imagée de ce que c'est réellement l'empathie. Un concept qui est vraiment souvent difficile à comprendre pour les jeunes enfants. Dans cette histoire-là, tous les animaux cherchent fondamentalement à aider Tortue, mais sans vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'elle ressent. Donc, quand Hérisson prend justement ce temps-là, se met à sa place, dans son point de vue, sans jugement, sans précipitation, en essayant vraiment d'écouter sa détresse, ben, c'est vraiment à ce moment-là que la colère de Tortue s'apaise, que les nuages se dissipent et qu'il est possible, en fait, d'entrevoir une solution pour les deux amis. Et à nouveau, pouvoir se faire plein de petits bisous. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais une des choses que j'aime par-dessus tout chez eux, c'est leur capacité inouïe à nous placer tant en tant qu'adultes devant nos propres contradictions. Et ça se fait souvent par des questions toutes simples qui sont répétées encore et encore. Et c'est justement, en fait, sur ce mécanisme que s'appuie Coralie Sodo, qui est une toute nouvelle autrice, en fait, à l'École des loisirs. C'est son premier album qu'elle publie en collaboration là, avec Mathieu Maudet. Dans C'est quoi ça? Elle va utiliser, en fait, la question répétée pour parler aux enfants du problème de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement, avec somme toute, beaucoup de naïveté, d'humour et d'une très, très grande lucidité. Et parce que cet album est assez court et que ça va vraiment être un point de départ magnifique là, pour les discussions qu'on pourra avoir tant en classe qu'entre les parents, je vais prendre un petit 2 minutes pour vous en faire la lecture. Je vais essayer de le faire en regardant comme ça. Donc, C'est quoi ça? De Coralie Sodo et Mathieu Maudet à l'École des loisirs. Hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu plantes au pied de mon arbre? Ben, une poubelle. Une quoi? Une poubelle. C'est un objet que l'on a inventé pour jeter les déchets. Les quoi? Les déchets. Ce sont toutes les choses dont on ne veut plus. Ah, d'accord. Mais que se passe-t-il quand la poubelle déborde? Quand la poubelle déborde, le camion poubelle arrive. Le quoi? Le camion poubelle. C'est comme une grosse poubelle qui récupère le contenu des petites poubelles. Ah, d'accord. Mais que se passe-t-il quand le camion poubelle déborde? Quand le camion poubelle déborde, il roule vers la décharge. La quoi? La décharge. C'est un endroit que l'on a choisi pour y déposer tous les déchets. Ah, mais que se passe-t-il quand la décharge déborde? J'imagine que l'on crée une nouvelle décharge. Et quand elle déborde, on en crée une autre, puis une autre, puis une autre. Je crois que c'est le moment de prendre un petit goûter sans déchets. Tu veux une noisette?
Donc voilà, vous comprenez pourquoi je voulais vraiment vous le lire dans sa totalité. Puis en fait, il est important de mentionner aussi que pour être vraiment en adéquation avec ses convictions, l'École des loisirs a choisi d'imprimer cet album sur un papier qui est entièrement recyclé. Donc, en passant maintenant du côté des albums, je vais vous confier un petit secret bien personnel que vous allez quand même, auquel vous allez pouvoir vous rattacher. Donc, chaque fois que je reçois une boîte en provenance de l'École des loisirs à mon bureau, à mon intention personnelle, je deviens comme un peu fébrile. La plupart du temps, j'ai même déjà lu les albums, là, je connais les histoires, mais c'est comme si l'éditeur me faisait un cadeau juste pour moi, puis que je découvrais l'album pour la première fois. Et c'est en fait un peu de cette fébrilité-là que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui avec les prochains albums. Donc, avec son dernier album, l'auteur et illustrateur Joe Todd Stanton, publié à l'École des loisirs, accomplit encore une fois un petit miracle de littérature jeunesse. Son premier miracle a été Le secret du rocher noir, qui a remporté le prix des libraires en 2019. Son deuxième, Jules et le renard, confirmait qu'il était un auteur de talent. Et avec la comète, son troisième et plus grand miracle, à mon avis, l'auteur se révèle vraiment être un grand artiste. Dans une courte capsule vidéo que j'ai vue et que vous pouvez voir là, sur YouTube, l'auteur affirmait qu'il construisait toujours ses histoires à partir d'une image qui s'imposait à lui, souvent très forte et récurrente. Donc, dans Le Rocher Noir, c'était vraiment le pic du rocher. Dans Jules et le renard, c'était le gros œil du renard avec la toute petite souris. Et pour la comète, il a été en fait envahi par cette vision, cette image-là de Milan qui s'étire pour attraper une étoile filante, au point en fait d'en faire une obsession. Et c'est vraiment à partir de là que tout l'album s'articule dans le seul but de mettre cette image-là en valeur. Donc, la comète raconte l'histoire de Milan et de son père qui doivent quitter en fait leur paradis terrestre en pleine nature et pour aller en fait dans la grande ville qu'elle considère quand même somme toute assez triste et grise. Ça raconte la perte de repères, d'habitudes et de liens, la reconstruction et l'appropriation d'un nouveau lieu. Mais la comète raconte surtout la puissance de l'imagination et de la créativité qui se déploie et illumine le ciel, telle une comète. Je vous laisse sur une dernière image où on voit en fait le retour à la réalité. Donc, avec les prochains albums, ah oui, c'est vrai, excusez-moi, j'ai la présentation. J'ai eu envie, en fait, de vous proposer une petite plongée dans l'univers de l'édition et de laisser la parole, en fait, à la grande chef d'orchestre des éditions Kaléidoscope, Camille Guénaud. Elle a accepté mon invitation avec beaucoup de joie et d'empressement. Et elle nous a concocté, en fait, une petite série de courtes vidéos sur sa maison d'édition et sur 5 titres phares du printemps. Je vous laisse donc en excellente compagnie pour les prochaines minutes. Bonjour, chers libraires, bibliothécaires et enseignants du Québec. J'étais un peu déçue de ne pas pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, mais je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous présenter quelques-unes de nos nouveautés du printemps 2023, mais aussi pour vous montrer nos bureaux parisiens. Suivez-moi. Nous sortons de l'ascenseur du 11 rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement à Paris, et nous arrivons devant les locaux de Kaléidoscope. Bon, il y a marqué « Entrées sont frappées », mais on va quand même frapper. Et voilà où nous travaillons, notre antre, qui fait vraiment petit appartement parisien, avec une jolie vue sur les toits. J'ai profité de la pause déjeuner pour vous faire cette vidéo et vous montrer un peu l'endroit dans lequel nous créons les meilleurs albums, évidemment, et où nous recevons nos auteurs. Voilà.
Donc maintenant, attachez bien votre ceinture pour voyager dans le temps et l'espace avec Pendant ce temps sur Terre d'Oliver Jeffers. On commence cette présentation avec le nouvel album d'Oliver Jeffers, Pendant ce temps sur Terre. Après Cette maison est hantée, qui faisait la part belle aux frissons et à l'humour, Oliver renoue avec les sujets très engagés qui lui sont chers. Donc, ce livre ambitieux va explorer l'univers en nous faisant voyager dans l'espace et dans le temps. Pour vous en expliquer la genèse, il a été inspiré par une installation artistique que vous avez peut-être aperçue sur les réseaux qui s'appelait Our Place in Space. C'était une collaboration avec l'astrophysicien Stephen Smart pour construire une immense maquette du système solaire. Donc ça s'est réalisé avec un sentier de sculpture de 10 km qui a été installé en Irlande du Nord et à Cambridge pour que le public puisse l'explorer. Mais on va revenir à l'histoire du livre. C'est un papa qui emmène son fils et sa fille un peu chamailleurs à bord d'une voiture volante. Et il va les inviter, au fur et à mesure de ce voyage, à jeter un regard rétrospectif sur la Terre et les conflits qui l'ont agitée depuis la nuit des temps. Donc c'est évidemment un clin d'œil à la famille d'Oliver, qui est papa de 2 enfants. Et son but, ça va être de leur montrer que ce qui nous unit compte plus que ce qui pourrait nous diviser. On est vraiment dans le Jeffers politique du destin de Fausto, tout en gardant l'ambiance graphique de Nous sommes là, avec ses couleurs très vives et lumineuses. En tout cas, voilà un concept audacieux puisqu'il utilise la théorie de la relativité d'Einstein, selon laquelle le temps et l'espace sont liés. Pour vous donner un exemple concret, quand on arrive sur la Lune, qui est la première étape de ce voyage dans l'espace, on a aussi voyagé dans le temps, sans nous en rendre compte. En regardant dans le rétroviseur, comme le papa nous y invite, on va voir ce qu'il se passait sur Terre au début du XXIe siècle. Hop, j'essaye de tourner les pages en même temps. Et nous allons ensuite vers Vénus. Dans la même logique, on assiste à la Seconde Guerre mondiale. On avance dans l'espace, on recule dans le temps. À la manière d'un encyclopédiste, Oliver nous donne donc une sorte de cours de physique en même temps qu'un cours d'histoire et de philosophie. Cette grande fresque aborde les différents domaines du savoir. On voyage avec la petite famille vers Mercure, Mars, le Soleil, Jupiter, Pluton, qui nous ramène à la préhistoire, où les humains étaient bien moins nombreux et trop occupés à survivre pour se battre. Pendant ce temps, les enfants se sont endormis sur la banquette arrière et c'est si bon de se retrouver à la maison, dans les bras des parents à la fin. Donc on termine sur cette jolie image. Cette exploration, elle est racontée avec esprit, légèreté et une sublime palette de couleurs. On reconnaît le point de vue unique d'Oliver sur l'actualité, sa réflexion sur notre société et le genre humain. Il y a un intérêt évidemment scientifique, mais aussi historique, puisqu'il s'agit de ne pas oublier les cicatrices des conflits passés, et aussi un engagement politique à défendre une planète en péril, donc on est vraiment hyper dans l'actualité. Ce qui nous mène au thème de l'éducation, de la transmission, puisque la question qu'Oliver nous pose, c'est quand même quel monde est-ce qu'on construit pour nos enfants? Donc, Oliver, c'est un créateur de référence. Dans ce livre, il explore l'univers et il passe un message cosmique, entre guillemets, sur la paix. Il y a une vraie cohérence avec ses derniers albums, Nous sommes là et toi et moi, qui étaient déjà des formes de testament. Voici ce qu'on fait de notre planète. Et Pendant ce temps sur Terre va plus loin en prenant la forme d'un avertissement. Ce qu'il nous dit quand même, c'est défends ton monde. Ces magnifiques illustrations et les histoires stimulantes que raconte Oliver ont vraiment fait de lui un auteur assez visionnaire de notre époque. Ces livres, ils se sont vendus à plus de 12 millions d'exemplaires dans 47 territoires à travers le monde. Donc, c'est vraiment des chiffres qui laissent rêveur. Voilà pour ce premier titre du printemps chez Kaléidoscope. Pour ce deuxième titre, ce sera en fait Mon chouchou, Chevalier chouette de Christopher Denise, un auteur qu'il faudra surveiller de très près. On va maintenant parler de notre coup de cœur 2023, j'ai nommé Chevalier chouette.
Chevalier chouette, c'est le premier ouvrage écrit et illustré par l'Américain Christopher Denise. Bon, il n'en est pas à son coup d'essai, il a publié de nombreux albums jeunesse, mais il n'en avait encore pas écrit. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de cet album, Loulou retrouve son chemin, paru chez Kaleidoscope en 2002. Donc, son style graphique a vraiment beaucoup évolué depuis cette date. Pour la petite anecdote, Christopher est américain, mais il a passé une bonne partie de son enfance à explorer les châteaux irlandais. Vous le verrez, cela aura une grande influence sur les décors de l'album. Mais pour vous raconter l'histoire, Chevalier chouette, c'est l'histoire de cet adorable personnage qui, depuis qu'il est sorti de l'œuf, rêve de devenir chevalier. Donc, il y a quelque chose de très cinématographique dans les jeux de lumière et la mise en scène de Christopher Denise. Moi, j'adore ces chevaliers très impressionnants sur leur monture et le petit chouette tout rikiki ici en bas. Chaque matin, avant de s'endormir, il s'imaginait en vrai chevalier. Il serait courageux, il serait astucieux et il aurait beaucoup d'amis. Tout cela n'était qu'un rêve jusqu'au jour où les chevaliers du château se mirent à disparaître. Donc Chouette s'inscrit à l'école de chevalerie et s'il est un élève assez brillant, il n'arrive pas à réaliser les tâches les plus rudimentaires comme soulever une épée ou un bouclier. Malgré la difficulté, Chouette va obtenir son diplôme haut la main et devenir garde de nuit. Donc tout se passe plutôt bien pour le plus petit chevalier du royaume, jusqu'au soir où il entend un drôle de bruit. Bon, il pense que c'est un gros oiseau, mais il va tomber nez à nez avec une créature féroce, un dragon. Donc tant bien que mal, Chouette tente de se montrer courageux, mais il tremble de toutes ses plumes. Et il va essayer d'être plus malin que le dragon. Quand il comprend que le dragon veut le croquer, Chouette va lui offrir de plutôt goûter à un mets bien plus raffiné. Qu'est-ce que c'est? Une pizza, qui apparaît d'ailleurs plus tôt dans l'ouvrage. Et ça tombe bien, le dragon adore ça. Alors que tous les opposent, ils s'entendent finalement à merveille et se découvrent de nombreux points communs. La semaine suivante, aucun chevalier ne disparut. La semaine d'après non plus. Et chaque soir, Chouette faisait sa ronde. La nuit était toujours très sombre et très très silencieuse. Mais cela ne dérangeait pas Chouette, car il était courageux, il était astucieux et il avait beaucoup d'amis. Donc en conclusion, il faut croire en ses rêves, même si rien ne nous y prédestine. Et Christopher met vraiment en avant la persévérance, l'ingéniosité et le grand cœur. On aime tellement son style qu'on envisage déjà de le suivre sur son prochain album, Bunny in the Middle, au printemps prochain, dans une ambiance, comme vous le voyez, très différente. Donc, dans ce troisième album, il ne faut surtout pas avoir peur d'enlever les petits trous du vélo dans cette deuxième aventure d'Oscar et Albert de Christophe Neller-Ballestros. Albert apprend à faire du vélo. En 2022 paraissait un petit bijou reconnaissable à son pantone rose flashy qui mettait en scène deux personnages terriblement attachants, Oscar le renard et son meilleur ami Albert l'ours maladroit. Le public a très bien accueilli nos Laurel et Hardy de la littérature jeunesse puisque 13 000 exemplaires ont déjà été vendus. Si je vous dis tout ça, vous vous en doutez bien, c'est parce que nous publions le deuxième volet de leurs aventures. Je dis bien deuxième puisqu'il s'agira d'une série. 2 autres volumes sont déjà dans les tuyaux chez nos amis anglais de Nosicro. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nouveau titre? Les thématiques de l'apprentissage et de l'amitié, donc le côté gai, léger de la narration, tout en abordant une autre étape clé de l'enfance, dont on se souvient probablement tous sans exception, le moment fatidique où on apprend à faire du vélo. Est-ce que vous vous souvenez de ce terrible instant où on retire les petits trous? Eh bien, c'est ce qui arrive à Albert l'ours. Albert n'est pas très à l'aise sur 2 roues. À chaque fois, ça commence bien. Puis Albert se met à zigzaguer jusqu'à ce que... Oups! Aïe! Ouille! Vous voyez ce que je veux dire? Mais Albert veut prouver à Oscar qu'il est aussi fort que lui. Et il en est sûr, cette fois-ci, il va y arriver.
Alors, Oscar se dit que pour aider son ami, il va tenir son vélo et rester bien derrière lui. C'est promis, il ne le lâchera pas. Et miracle, ça marche. Albert se débrouille comme un chef. Malgré sa promesse, Oscar décide de le lâcher. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Comment peut-il se faire pardonner maintenant? En prenant son ami sur le siège passager. Mais la colline qu'ils sont en train de gravir est haute et Albert est lourd. Oscar s'effondre, épuisé. « Sauve ta peau, Albert. Rentre à pied, laisse-moi ici. Je ne ferai que te ralentir. » Mais pour l'ours, c'est hors de question, évidemment, il ne va pas laisser son meilleur ami sur le bord de la route. Alors, il enfourche son vélo et pédale comme jamais. « À quel as du guidon ?» se dit Oscar. Les deux amis rentrent sains et saufs. Et si Albert a réussi cet exploit, c'est parce que son acolyte était toujours derrière lui. Moi, c'est Oscar, et lui, c'est mon meilleur ami, Albert. Aujourd'hui, on va faire une grande balade à vélo. Albert est beaucoup plus à l'aise maintenant, et il ne zigzague presque plus. Mais je garde toujours un œil sur lui pour m'assurer qu'il va bien. Oups! Donc, comme dans leur précédente aventure, on finit sur une chute drôle et légère. Donc, on a toujours nos deux héros rigolos et attachants, cette aventure loufoque et ce comique de situation qui fera rire, j'espère, petits et grands. Le Pantone vert flashy, pour faire écho au Pantone rose du premier titre, et un discours bienveillant sur l'amitié qui montre qu'à deux, rien n'est impossible. Donc, on continue le parcours avec les cabossés, où la différence est mise à l'honneur. Donc, écrit par France Quatrhomme et originalement illustré par Barrault. Nous retrouvons Barou, un illustrateur qu'on adore, en collaboration avec la conteuse France Quatrhomme, pour un ouvrage particulier sous tous les angles, au propre comme au figuré. Donc, les cabossés, ils posent une question pas si facile. Qu'est-ce que ça veut dire d'être parfait? Et il essaye d'y répondre en racontant l'histoire de Monsieur Carré, qui lui est carrément parfait. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il souffre d'un léger complexe de supériorité. Non mais regardez-les avec leurs bobines cassées, ils ne valent rien. Moi, dans ma tête, j'ai les idées bien rangées. Quand je marche, c'est tout droit. Je ne fais jamais un pas de côté. Mais la réalité, c'est que quand il rentre chez lui, Monsieur Carré se sent bien seul. Jusqu'au jour où 3 cabossés, un froissé, un tordu et un fêlé frappent à sa porte. « Toc, 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 Monsieur Carré, tu viens jouer ?»« Pas question, je suis trop occupé. »« Toc, 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 Monsieur Carré, tu viens te promener ?»« Impossible, je dois ranger, et puis laissez-moi tranquille à la fin. » Monsieur Carré pousse un long soupir à s'en briser le cœur, et il pleure. Vite, il sort son grand mouchoir carré à carreaux parfaits qu'il range dans le tiroir à chagrin, en cas de besoin. Et Monsieur Carré, il pleure tellement que ses larmes l'emportent. Et c'est à ce moment-là qu'il retrouve un à un le tordu, le froissé et le fêlé. Et tout contre eux, bizarrement, il se sent vraiment bien. Quand soudain, Monsieur Carré va se rendre compte qu'il a perdu l'un de ses coins. Donc c'est justement pour ça que le livre a cette forme. Voilà. Alors, tout cabossés qu'ils sont, ils se câlinent plus fort encore. Et au bout d'un moment, le fêlé regarde le tordu et s'écrie « J'ai une idée, je vais faire le mât !» Puis le froissé s'accroche à lui et devient la grand-voile. Ensemble, ils forment un drôle de bateau. Un bateau un peu cabossé, c'est vrai, mais qui flotte bel et bien sur l'eau. Alors, le Carré se met à chanter. Une chanson du fond de l'âme, une chanson du fond des eaux. C'est cette chanson qui, comme un moteur, pousse ce drôle de bateau où s'arriment les cabossés et les parfaits du monde entier. Donc on finit sur cette petite chute sans texte où le coin brisé de Monsieur Carré trouve une nouvelle utilité pour le moins originale. Voilà. Donc c'est tout en sobriété que cet album qui s'adresse aux enfants à partir de 3 ans aborde la pression de la perfection. Ça veut dire quoi être parfait? Est-ce qu'on peut être parfaitement imparfait? Donc vous le savez, Barou, il aime les albums engagés. Et ce qui l'a séduit dans le texte de France, c'est un thème qui lui tient particulièrement à cœur, la solidarité et l'entraide sur fond d'amitié.
Les personnages géométriques lui ont permis de laisser libre cours à sa créativité. Comme vous l'avez vu, il s'est bien amusé. Il a fait tous ses dessins au stylo à base de lignes, de collages et de pochoirs. En termes de fabrication, c'est un objet aussi assez original qui ressemble au protagoniste de l'histoire. Et pour rendre justice aux couleurs vives choisies par Barou, on a utilisé 2 pantones, jaune et orange. Comme ça, on est sûr qu'il sera bien remarqué en librairie. Et je ne veux pas oublier de parler de la dimension pédagogique de l'ouvrage. Les enseignants pourraient en effet se l'approprier pour aborder la géométrie, les couleurs. On imagine bien des ateliers de découpe ou de coloriage autour de cet album. Et c'est d'ailleurs comme un outil d'apprentissage que France l'a imaginé. Voici ce qu'elle nous dit. J'ai reçu une demande de compte de la part d'une médiathèque autour de la thématique de la différence qui me touche particulièrement. J'ai eu envie d'en inventer un que je pourrais raconter avec des objets. L'idée des 3 cabossés m'est venue rapidement. Je voulais une histoire générique pour que chacun, enfant comme adulte, puisse projeter ses propres différences. Monsieur Carré est arrivé avec sa perfection et sa grande solitude. L'histoire a coulé comme une évidence, avec ce sentiment qu'à plusieurs, on est plus fort. Je reprends mes esprits, pardon. Donc, vous allez voir en fait que rien n'est impossible avec la petite vache qui grimpait aux arbres de Gemma Merino. Vous vous souvenez peut-être de la petite dragonne qui ne savait pas cracher du feu? Eh bien, l'Écossaise Gemma Merino frappe une nouvelle fois, avec cette fois-ci une petite vache qui grimpe aux arbres. C'est un cocktail de tendresse et de douceur avec une nouvelle héroïne tout aussi adorable et étonnante. Vous verrez d'ailleurs que les 2 albums sont liés puisque le père de la petite dragonne nous gratifie d'une apparition que je vous signalerai dans le livre. Tina était une petite vache pleine de curiosité. Elle avait soif de découverte. Son esprit était rempli d'idées merveilleuses que ses sœurs trouvaient toujours très stupides. Impossible, ridicule, absurde, disait-elle chaque fois que Tina leur confiait ses fabuleux projets. Une seule chose au monde les intéressait, l'herbe fraîche et juteuse. Voilà qui nous met dans l'ambiance. Tina, elle est pleine de rêves et de projets un peu fous, et elle est évidemment très incomprise de ses proches. Mais à l'instar de Chouette, elle ne se décourage pas et tente toujours de nouvelles expériences. Aujourd'hui, elle décide de grimper en haut d'un arbre et elle y croise des personnages familiers. On voit ici le papa de la petite dragonne. Contrairement au dragon féroce qu'elle avait vu dans ses livres, celui-ci était gentil et végétarien. Donc ils passent la journée à discuter et ils deviennent amis. Mais surtout, c'est un nouveau projet qui bourgeonne dans la tête de Tina, voler. Donc la petite vache, elle a hâte d'en parler à ses sœurs qui se moquent toujours d'elle. Impossible, ridicule, absurde. Et le lendemain, force est de constater que Tina a disparu. Donc, un peu inquiète, les 3 sœurs partent à sa recherche. Elles montent à leur tour à l'arbre et elles vont découvrir, stupéfaites, quelque chose d'incroyable, que Tina volait bel et bien. C'était impossible, c'était ridicule, c'était absurde, et pourtant, c'était vrai. Tina volait. Et quand elle proposa à ses sœurs d'essayer, elles dirent quelque chose qu'elles n'avaient jamais dit avant. Oui, pourquoi pas? Après cela, elles n'eurent plus qu'une envie, découvrir tout ce qu'elles pouvaient accomplir. Donc voilà donc pour cette histoire pleine d'humour, de douceur et de tendresse, comme on l'a dit, qui parle de la nécessité de croire en nos rêves et de les réaliser, donc d'être dans l'action, malgré l'adversité. En poursuivant ses rêves envers et contre tout, Tina est devenue une figure inspirante qui a donné le goût de l'aventure, de la fantaisie et la volonté de découvrir son potentiel à ceux qui ne croyaient pas en elle. Comme souvent dans nos albums, il s'agit vraiment de donner confiance au lecteur pour qu'il devienne l'acteur de son destin. Donc voilà, en fait, pour les 5 albums de Kaleidoscope, il y en a d'autres, vous irez les voir en librairie. Je remercie vraiment sincèrement Camille, qui en fait, elle aurait souhaité être là. On s'était tout à fait arrimé pour qu'elle soit là, avant de se rendre compte que on n'avait pas la même heure. Donc 9h30 en France, c'était pas 9h30 ici. Donc voilà la raison pour laquelle nous l'avons eu en vidéo.
Donc, revenons maintenant sur Terre, ou plutôt sur un volcan, avec Classe de volcan de John R. je ne sais pas trop comment le prononcer, aux éditions Pastel. Après avoir exploré la Lune dans Classe de Lune et les profondeurs de l'océan dans Classe sous-marine, John Hart transporte ses élèves maintenant connus en fait par les jeunes lecteurs sur une île volcanique où un petit amoureux de la nature fera la rencontre des êtres de lave et leur fera découvrir la beauté des fleurs. Dans ce nouvel album sans texte, l'auteur poursuit son exploration des 4 éléments de la nature, donc cette fois-ci avec le feu. Et toujours avec ce même souci du détail et des illustrations très, très expressives qui se passent entièrement de mots finalement, il arrive à rendre compte des caractéristiques réelles d'un volcan avec beaucoup, beaucoup d'acuité en fait. Mais bien au-delà de cette nature merveilleuse qu'il sait illustrer de façon phénoménale, il y a la rencontre. La rencontre qui est le cœur même des histoires de John R. là, dans chacun de ses albums. La rencontre avec l'autre, avec la différence, avec ce qui pourrait possiblement faire peur et être menaçant. Mais dans chacun de ses albums, et cette fois-ci n'est pas différent, le personnage renverse toujours cette peur et la transforme en découverte, en acceptation et en apprentissage pour l'un comme pour l'autre. Et en parlant de rencontres, je vous en propose une bien belle aujourd'hui, et pas seulement en virtuel. Donc, nous avons en fait le grand privilège d'accueillir Olivier Talek, qui est auteur et illustrateur et qui a volontiers accepté de prendre l'avion, de ramener le beau temps avec lui et son dernier album, Un meilleur ami. Donc, Olivier, on va être un peu loin. On va se voir. Bonjour. Bonjour. Donc, Olivier, ça fait maintenant, en fait, 2 jours que je me promène avec toi dans des écoles, à l'université, dans des librairies. Et j'ai découvert, en fait, que je connaissais ton œuvre, mais sans vraiment la connaître. Et j'ai aussi, en fait, la chance de découvrir l'homme derrière les œuvres, un peu ton cheminement, certaines de tes réflexions, ce qui t'anime quand tu crées un album. Et si tu me permets aujourd'hui, c'est un peu ça que j'aimerais qu'on explore ensemble et faire découvrir aux autres, en fait, un peu l'auteur et illustrateur que tu es. Donc, je vais commencer par une question assez simple, facile et un peu évidente, mais comment en es-tu arrivé à l'illustration? Un peu par hasard, en fait. Alors, enfin, moi, le dessin a toujours été mon mode d'expression. J'ai toujours dessiné. Quand je voulais raconter des choses, voilà, j'ai toujours utilisé le dessin comme une façon de m'exprimer. Ensuite, j'ai eu un parcours assez classique et j'ai fait une école de dessin, les arts appliqués, et puis, mais avec une formation de graphiste plus que d'illustrateur, en fait. Et j'ai commencé ensuite à travailler dans des agences de pub où je dessinais des boîtes de pizza, voilà, ce qui, au bout d'un moment, ne m'a pas convenu, on va dire. Et donc, je me suis dit, mais comment, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et j'ai commencé à faire du dessin de presse pour commencer, dans des magazines et des journaux. Et puis j'ai fait ce qui n'est plus possible aujourd'hui, le tour des maisons d'édition avec mon carton à dessin sous le bras, en prenant des rendez-vous, en rencontrant les gens. Et puis, il y a un premier éditeur qui m'a proposé d'illustrer un album, premier éditeur qui était Gallimard d'ailleurs, qui m'a proposé d'illustrer un album. Et puis j'en ai fait un deuxième, et puis un troisième, mais sans comprendre exactement ce que je voulais faire, sans comprendre que c'était un métier, et sans comprendre surtout ce qu'était l'édition jeunesse. Et je me suis rendu compte surtout que j'avais une connaissance
qui n'était pas extraordinaire en littérature jeunesse. Et donc, j'ai commencé un petit peu à regarder les grands textes classiques que j'ai découverts adultes, en fait. Parmi, il y a des auteurs comme Lobel, comme Ungerer, enfin, tous ces auteurs que j'appelle auteurs classiques, je les ai vraiment découverts adultes et non pas enfants. Et là, je me suis dit, bah, c'est assez extraordinaire, la littérature jeunesse. Il y a vraiment, enfin, pour un illustrateur, il y a vraiment plein de choses à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à faire des livres. Et puis, petit à petit, alors, j'ai commencé comme illustrateur d'abord, donc en acceptant des textes d'auteurs et en entrant dans l'univers d'auteurs. Et puis, depuis quelques années, je me suis enfin décidé à écrire des textes. Et donc, maintenant, voilà, je fais pas mal les deux, texte et illustration. En fait, à travers ton parcours, ça m'a étonnée d'apprendre que tu as illustré près de 200 albums, voire plus, dont même toi, tu ne te souviens pas de tous, c'est ce que tu Ouais, disais. mais c'est parce que je suis très vieux aussi. Tu es aussi l'auteur de plusieurs d'entre eux. Parle-nous un peu, en fait, de ta démarche en tant qu'illustrateur, en tant qu'auteur. Ouais. Oui. Alors, ma démarche, en fait, souvent, souvent, ça part d'une idée très générale, en fait, d'un sujet très général. Par exemple, C'est mon arbre, qui est le premier album de la série des écureuils, la couverture jaune. J'avais envie d'écrire et de travailler sur l'idée de la propriété. Et qu'est-ce que c'est que la propriété? Et puis je me suis dit, mais la propriété, en fait, c'est un sujet, il y a pas plus jeunesse comme sujet que la propriété. Il suffit de regarder un enfant 2 minutes pour se comprendre que la propriété, c'est très, très, très important pour un enfant. Et donc, je me suis dit, mais comment, voilà, donc ça, souvent, je pars d'un grand sujet comme ça, la propriété, bah, le, il y a quoi? Il y a l'amitié, enfin, des sujets très, très généraux comme ça. Et puis, on tire un fil, en fait, pour essayer d'avoir une histoire dans l'histoire. Et puis, souvent, ça commence avec, enfin, je travaille le texte et l'image en même temps. C'est-à-dire que j'écris pas d'abord mon texte et je l'illustre, parce que ça, j'y arrive pas et ça marche pas. Je fais les deux en même temps. C'est-à-dire que je commence à écrire et puis je commence des illustrations qui vont pas être dans un ordre d'ailleurs chronologique. Je commence à dessiner et je reviens du texte et je fais des illustrations qui sont très abouties. En fait, je fais pas de ce qu'on appelle de crayonner. En fait, j'ai besoin, moi, de terminer mes illustrations et d'apporter des projets qui sont finalement très aboutis déjà. Et donc comme ça, je monte mon livre un peu comme on monte un mur, en fait, avec des briques, en fait. Et donc j'ai des morceaux de texte, des morceaux d'illustration, et puis petit à petit, je dispose ça et je commence à voir ce qui manque, ce qui va pas, mais j'ai souvent l'idée du début et de la fin, parce que moi, j'apporte une importance particulière à la fin des albums et j'aime bien les fins un peu ouvertes, en fait. Donc souvent, j'ai une idée, en fait, de la fin et du début, et reste à construire, en fait, l'ensemble de l'histoire. Donc voilà, c'est un peu ma façon de travailler. Puis moi, j'aime bien l'exercice non pas du conte, mais plutôt je La cherche fable. voilà, merci, je cherchais le mot, plutôt de la fable, en fait. J'aime bien cet exercice de la fable avec, sans la morale de la fable, mais je trouve que déjà, la fable, ça existe depuis la nuit des temps. Et on trouve des fables dans toutes les civilisations, et je trouve que pour expliquer quelque chose, pour parler d'un sujet, je trouve que la fable, c'est vraiment l'exercice idéal, en fait. Et donc, je considère un peu que écrire une histoire, pour moi, c'est vraiment commencer par ça, par la fable. Et c'est souvent d'ailleurs des personnages qui sont un peu solitaires, un peu seuls, sauf le dernier où j'ai justement voulu apporter d'autres personnages dans Un meilleur ami, mais c'était souvent des personnages voilà, qui sont un peu dans des monologues intérieurs, qui se posent des questions, qui interpellent le lecteur, voilà, mais qui sont
en fait, je me suis rendu compte que souvent, je faisais des albums sans me rendre compte avec un personnage qui, voilà, qui se pose des questions. Justement, dans les personnages qui se posent beaucoup de questions, on a le personnage de l'écureuil. Tu disais, en fait, dans une de tes animations que tu avais travaillé un peu différemment avec ce personnage-là, qui est, somme toute, comme on dirait chez nous, névrosé sur les bords. Euh, dans, euh, Peux-tu nous dire un peu quelle place cette série d'albums, qui n'en est pas une, en fait, elle occupe dans l'ensemble de ton œuvre? Oui, alors au départ, c'est vrai que j'avais pas décidé d'en faire une série, enfin, c'est pas une série, mais une suite, on va dire, d'albums. Au départ, je voulais en faire un seul, et puis avec un personnage mignon. Et en fait, c'était complètement raté parce que tout le monde m'a dit, mais ton personnage, il est pas du tout mignon, il est complètement névrosé, effectivement. Et, et oui, en fait, je me suis dit, mais qu'il fallait aussi que ce soit un personnage qui soit pas qu'un personnage sympathique. En fait, il est pas antipathique, mais il est pas non plus sympathique. En fait, c'est ça il a des défauts. Et je trouvais ça important. Enfin, je trouve ça important que les personnages aient des défauts et soient un peu comme, comme nous. En fait, ils sont pas parfaits. Ils ont des choses qui agacent. Et puis, ils ont des choses en même temps qui sont attachantes. Donc, voilà, c'est un personnage qui est venu un peu, au départ, je n'avais pas décidé que c'était un écureuil. J'avais commencé à imaginer cette histoire avec d'autres animaux. Et puis, comme on était sur ce thème de la propriété, je me suis dit, mais il faut un animal déjà solitaire et il faut un animal qu'est-ce qui pourrait représenter enfin, oui, qu'est-ce qui pourrait représenter la propriété. Je me suis dit, l'écureuil, en fait, qui est le symbole de l'épargne, qui est le symbole de plein de choses. Je me suis dit, c'est un peu l'animal idéal. Et puis, c'est aussi hyper agréable, juste graphiquement à dessiner, parce que voilà, déjà, il y a une couleur, il y a cette queue en panache, puis c'est un animal qui est censé être assez vif. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai créé ce personnage de l'écureuil. Et puis après, quand on crée un personnage, c'est vrai on l'entend, on les entend parler, en fait, les personnages qu'on crée. On les entend parler, on sait comment ils vont se déplacer. Donc, c'est un travail aussi sur les expressions, sur les attitudes. Et moi, j'ai toujours été un grand fan de Peanuts ou de Calvin et Hobbes, enfin, où il y a, pour moi, tous ces dessinateurs ont trouvé les attitudes exactes. C'est-à-dire, quand on regarde à Calvin et Hobbes, en fait, ça paraît assez simple. Et en fait, c'est une série de- c'est une série, je trouve, de dessins qui sont parfaits au niveau des expressions. Donc, tout le travail aussi, voilà, c'est toujours de trouver la bonne expression à un personnage. Et puis j'ai fini donc par m'attacher un peu à ce personnage. Et donc, j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, puis un Et quatrième aujourd'hui. maintenant un quatrième, en fait. Donc, ton dernier album, avec l'écureuil, il vient tout juste de sortir en librairie, au Québec, donc à la fin mars, Un meilleur ami, je l'ai dit comme il faut cette fois-là, qui aborde un thème, important de l'enfance, qui est celui de l'amitié et du meilleur ami. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Euh, Au départ, je voulais travailler, oui, sur l'amitié. Et puis, je me dis, mais parce qu'en fait, quand on travaille sur un sujet, quand on commence un livre, ce qui est important aussi, c'est toujours de savoir où on se place et à qui on s'adresse. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est important dans l'amitié pour un enfant? Et là, forcément, on se rappelle aussi tous nos souvenirs d'enfance et on se dit, mais l'amitié, en fait, pour un enfant, ce qui est important, c'est le meilleur ami, en fait. Et les enfants, ils n'arrêtent pas de changer de meilleur ami. En fait, c'est toujours, chaque jour, on a un meilleur ami. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est un sujet marrant, la recherche du meilleur ami. Et je me suis dit, c'est ce qui peut être aussi assez amusant, c'est de trouver un ami qui ne soit pas forcément un autre animal, d'où voilà, ce champignon. Et puis de trouver comme ça une relation entre cet animal et puis un nouvel ami. Et qu'est-ce que c'est qu'un ami? Qu'est-ce que c'est qu'un meilleur ami? Est-ce qu'on a plusieurs meilleurs amis ou est-ce qu'on n'en a qu'un? Et donc, c'est une série de questions, toujours comme ça, que ce personnage se pose, sans que je donne forcément de réponse d'ailleurs.
Et, et voilà. Ben, Olivier, merci. Merci beaucoup. Merci encore et toujours pour tes albums, pour ta présence. Moi, j'ai la chance, je vais encore passer quelques jours avec lui. Vous pouvez d'ailleurs le voir au Salon du Livre de Québec là, en signature cet après-midi à 14h et demain matin en animation sur la scène jeunesse à 10h et en signature à 11h au stand de Gallimard et Flammarion. Donc, on continue. En janvier dernier, Gallimard Jeunesse publiait Mon ami la petite sirène de Bryony May Smith, un album qui s'inscrit parfaitement en fait dans la lignée de Mon ami la licorne, qui a connu un vif succès au Québec. Avec cette histoire inédite d'amitié entre une jeune fille et une sirène qui entremêle la vie quotidienne et la magie, Bryony May Smith dévoile dans cet album en fait un réel univers d'autrice. Donc, charmée en fait par son immense talent, tant d'autrice qu'illustratrice, Gallimard Jeunesse poursuit la traduction et la publication de ses œuvres avec un album qui met cette fois-ci en vedette une faisane courageuse et déterminée. Donc, dans En avant, les animaux, qui paraîtra au mois de mai au Québec, Bryony May Smith aborde de façon vraiment très, très originale un terme qui est peu abordé en littérature de jeunesse et qui est pourtant si important dans leur quotidien, qui est celui, en fait, de la sécurité routière. C'est vraiment très surprenant dans la façon dont elle amène ça. Donc, dans cet album, aux allures un peu champêtres, là, dans la même lignée de C'est l'automne, Petit Oie et C'est le printemps, Petit Ours, elle nous raconte l'histoire d'Oriane, une faisane qui en a franchement marre de craindre pour sa vie lorsqu'elle traverse la route et qui décide tout simplement de prendre les choses en main et de jouer le rôle de brigadière, sauvant ainsi plusieurs vies animales. Je vous avoue bien honnêtement que j'ai été vraiment tout simplement conquise par cet album. D'abord par le sujet et par la fraîcheur avec laquelle l'autrice l'aborde, puis dans le dessin, le trait, les couleurs, la lumière, dans l'ambiance particulière qu'elle arrive à créer qui est très, très proche d'un univers cinématographique. Les enfants vont assurément avoir beaucoup de plaisir à le lire et le relire. Et les parents aussi, comme on sait qu'on doit le relire souvent 1, 2, 4, 1000 fois, c'est très agréable à lire plus d'une fois. Donc, on passe du côté des romans et je vous avise tout de suite qu'il va falloir faire de la place dans vos PAL, donc vos piles à lire, et celles de vos moyens et grands lecteurs pour y ajouter les romans du printemps de l'École des loisirs et de Gallimard Jeunesse. C'est un printemps romanesque incroyable qui s'annonce. Moi, je les ai tous lus. Donc, on commence d'ailleurs en très grande force avec la suite de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud dans la collection 9 de l'École des loisirs. Dans ce deuxième opus qui s'intitule Les carnets de Cornelius Renard, notre cher Archibald Renard se voit expulsé de sa douillette librairie par Célestin Loup, qui prétend en fait être le véritable propriétaire de la librairie, document à l'appui. Le libraire et son neveu Bartholomé se lancent alors dans une grande enquête à travers la forêt de Belle-Écorce pour retrouver les carnets que son grand-père Cornelius Renard a écrits, dans lesquels il a confié en fait au papier l'histoire de la librairie, ses mémoires et justement toute la question de la propriété et du lien qu'il entretient avec les loups. On va retrouver dans ce deuxième tome tout ce qu'on a aimé dans le premier, donc un univers enchanteur, imaginatif, des personnages attachants et hauts en couleur, la forme du roman un peu policier. C'est un roman qui va aussi continuer son travail sur les récits sur la vieillesse, en fait, sur les maladies qui peuvent accompagner le fait de vieillir. Donc, dans le premier, on avait Ferdinand Taupe qui était atteint de la maladie de l'oubli-tout, donc de l'Alzheimer. Dans celui-ci, c'est Cornelius Renard qui a en fait un orage dans la tête. C'est jamais nommé exactement ce que c'est, mais bon, on comprend qu'il est peut-être possiblement atteint de démence.
On va parler d'intergénérationnalité. Ici, on a même 3 générations là, de renards qui se transmettent la librairie de main en main. On va parler de l'héritage de la transmission, justement, à travers l'histoire de la librairie. Je m'excuse, je me répète. Et surtout, en fait, la puissance du pardon. C'est aussi un roman qui va vous réserver certaines surprises. À chaque détour de page, vous allez voir, il y a vraiment des choses qui ressortent dont je ne veux pas vous révéler, en fait, les punchs. Mais à lire, premier et deuxième tome. Donc, en février dernier, les libraires du Québec ont couronné les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand avec un prix des libraires. Et c'était un premier roman pour l'auteur qui s'adressait à un public d'environ 9-12 ans et qui campait son histoire là, dans la mythologie viking. Ce printemps, il nous confirme en fait son grand talent. Et cette fois-là, dans Là où règnent les baleines, qui est un roman un peu plus volumineux, qui est publié dans la collection Médium de l'École des loisirs, donc pour un peu plus âgés aussi. Et je pense que c'est là où on comprend à quel point Jolane C. Bertrand, c'est un auteur réel, un auteur émergent qu'il va falloir surveiller dans sa capacité à ajuster son niveau d'écriture et l'histoire au public auquel il s'adresse. Son niveau de langage est vraiment adapté. Et donc, dans Là où règnent les baleines, on va suivre Rohan, qui va être envoyé chez son oncle pour les vacances d'été. Puis son oncle qui habite sur un phare complètement isolé là, sur une petite île loin de la côte du Pacifique. Donc, on s'entend, dès son arrivée, elle veut partir. Mais au fil des jours, il y a des incidents mystérieux qui vont se produire, des bateaux qui vont disparaître en mer. Et tout ça semble en quelque part avoir un lien avec son oncle et les secrets qu'il souhaite garder. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à le lire. Le roman, il se déroule dans une atmosphère qui est assez inquiétante et glauque, dans une forme d'hommage, en fait, au roman gothique du 19e siècle. On est aussi en présence d'un roman d'aventure sous-marine où on fera la rencontre d'une espèce en voie de disparition et dont l'habitat naturel est menacé. Il y a toute une dimension très engagée dans le roman, tant sur le plan politique qu'écologique, mais toujours amenée avec beaucoup de finesse. Et pour moi, en fait, je pense que l'École des loisirs se démarque considérablement là, avec ce roman pour les un peu plus vieux. Donc, on avance en fait, toujours à l'École des loisirs, on avance un petit peu encore en âge. Dans la collection M+, ou Medium Plus, là, si vous préférez, de l'autrice, en fait, d'Agatha Witch, qui avait aussi remporté un prix des libraires. Donc, on va être en présence d'un roman qui est beaucoup plus court, mais qui est très incisif et très percutant. Donc, Sankofa, la fille adoptive de la mort. D'abord, le synopsis est fascinant. Je vous le résume là, très brièvement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, une jeune fille au pouvoir dévastateur et mystérieux erre sur les terres ancestrales du Ghana avec pour seul compagnon un renard. Elle est à la poursuite d'un homme en quête de réponse sur ce qui a disparu et surtout sur ce qui pourrait être. Donc, Sankofa, c'est d'abord et avant tout un conte afro-futuriste, bref, incisif, haletant. On ne peut pas le déposer. C'est un roman à la croisée des genres aussi, entre la science-fiction, le road novel, le récit de survie et le fantasy. L'histoire se déroule d'ailleurs dans un temps un peu incertain au Ghana, où l'intelligence artificielle et les traditions ancestrales se côtoient là, tout à fait librement. On va y aborder les thèmes aussi variés que le féminisme, le pouvoir et le contrôle, l'indépendance et le passage de l'enfance à l'âge adulte. Tout ça dans un roman que je ne peux qualifier autrement que d'énigmatique et hybride. Donc, c'est vraiment une réelle curiosité littéraire à côté de laquelle il ne faut absolument pas passer. Donc, oui, c'est vrai. C'est bon? Parfait.
Donc, du côté de chez Gallimard Jeunesse, la production printanière là, est tout aussi excitante. Et pour vous en parler, en fait, on a les deux éditrices de romans qui sont en direct avec nous aujourd'hui. Je vais d'ailleurs moi-même les rencontrer pour la première fois. On ne sait que écrit. Et elles vont nous présenter, en fait, les 4 nouveautés là, que Jean-Baptiste fait dérouler à l'écran. Donc, je vous présente Léa Gallet et Barbara Bessat. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un plaisir d'être parmi vous. Attendez-nous un instant. Bonjour Léa, bonjour Barbara. Je pense qu'éventuellement, on devrait vous voir arriver sur l'écran. Ah, voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Et bonjour Barbara. Bonjour. Donc voilà, je vous laisse aller pour nous présenter les romans. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. On va commencer du coup avec Un dragon dans mon potager, qui est le premier roman d'une super série de Andy Shepherd, qui est c'est son premier roman et une petite série pour les 8 ans. C'est l'histoire de Thomas qui découvre dans le jardin de son grand-père un fruit très étrange et il va se rendre compte que dedans poussent des dragons. Et du coup, il va essayer de l'élever, de comprendre comment vivre avec lui, parce que cacher un dragon dans sa chambre, c'est pas très évident et ça fait plein de dégâts. Et surtout, il va le montrer à ses amis qui, forcément, vont tous vouloir un dragon. Et donc, ils vont partir à la chasse aux dragons dans le jardin du grand-père. Donc, c'est vraiment un roman très plein d'humour, très mignon, avec de magnifiques illustrations. Vous verrez du coup dans les images du PowerPoint après que voilà, c'est un trait très vivace, malicieux et en plus de l'humour et de la mignonnerie, si j'ose dire, il y a aussi un lien très touchant en fait, à la fois entre Thomas et son grand-père, qui va être développé aussi dans les autres romans de la série, et puis un lien très fort aussi avec sa petite sœur, qui est toute petite, qui ne parle pas encore, mais par contre qui a plus d'un tour dans son sac pour aider son grand frère à cacher ses bêtises. Et puis aussi, c'est une grande histoire d'amitié avec ces 3 amis et ce grand secret qu'ils vont partager. Et c'est donc le premier roman d'une série qui fait 6 tomes en tout. Et qui a eu beaucoup de succès au Royaume-Uni, puisque la série s'est vendue à 250 000 exemplaires, que ça a été vendu dans 19 pays différents. Et voilà, et on a hâte du coup de partager cette série avec les lecteurs et les lectrices. Deuxième roman, on continue dans l'humour et la légèreté avec Loki, qui est à partir de 9 ans à peu près, et qui est l'histoire de Loki, du grand dieu de la malice dans la mythologie nordique, et qui, après une bêtise de trop, est chassé provisoirement d'Asgard et qui est propulsé dans le corps d'un collégien de 11 ans. Donc, pas très facile pour un grand dieu de se retrouver tout d'un coup contraint par des choses aussi triviales et bêtes que les devoirs, les règles à la maison, etc. Et puis, surtout, pour regagner sa place à Asgard, il va devoir en fait reconquérir des espèces de points de comportement, et pour ça, il a un journal intime
qui est interactif. C'est un peu la voix d'Odin, la conscience d'Odin qui lui répond et qui corrige à la fois toutes les bêtises que Loki peut écrire dedans. Et donc, à chaque bêtise supplémentaire, il repère des points et l'enjeu est de taille puisqu'en fait, s'il n'arrive pas à regagner des points, il va finir sa vie, j'allais dire, son éternité dans les enfers. Donc, c'est un humour très décalé, assez jouissif de voir ce Dieu tout-puissant dans le corps d'un jeune garçon. Et puis, le roman, c'est pareil, j'ai mis des illustrations pour que vous vous rendiez compte un peu de l'intérieur. En fait, on a vraiment le journal de Loki. Donc, il y a des passages qui sont dessinés, qui sont écrits par lui avec des choses un peu interactives et aussi une superbe illustration de couverture avec un effet de fabrication incroyable, avec une découpe qui cache une merveilleuse couverture en couleur. Voilà. Et oui, je vois dans les commentaires qui Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, Léa, on a dans les visuels en fait qu'on a reçus, ça rendait pas très bien là, en très grand, donc raison pour laquelle on n'est pas en mesure de vous les présenter présentement. On va tenter en fait de vous envoyer là, avec l'enregistrement et la bibliographie là, quelques pages intérieures là, pour vous donner une idée. Donc déjà dans Loki, vous avez la couverture ici et la carte du domaine d'Asgard. Mais donc, c'est ça, ne t'inquiète pas, on va faire parvenir à tout le monde là, un petit peu plus de visuels là, prochainement. Bon, super. Et donc, si je vous vous laisse avez aller pour la besoin, suite. vous me direz. Et Alors, voilà, je te laisse la parole, Barbara. Donc, Je- on laisse la parole à Barbara. Voilà, je prends le relais pour vous parler d'une nouvelle série junior qui s'appelle Les Chroniques des Royaumes Invisibles et dont le premier tome s'intitule Gronde d'étoiles. C'est une série écrite par une autrice anglaise, Abby Elphinstone. On avait déjà publié un premier roman d'elle qui s'appelait Les 7 étoiles du Nord en 2019. Gronde d'étoiles, c'est un royaume invisible. Il est répertorié sur aucune carte de la Terre. C'est un royaume dont les humains comme vous et moi ne soupçonnent pas l'existence. On a un jeune héros qui s'appelle Casper Tock, c'est un garçon de 11 ans qui va découvrir l'existence de Gronde d'étoiles par hasard. En fait, il cherche une cachette pour échapper à 2 enfants de sa classe qui le harcèlent et il trouve refuge dans une grande horloge de grand-père. Mais une fois le danger écarté, quand Casper sort de sa cachette, il ignore qu'il a en réalité débarqué à Gronde d'étoiles via un passage secret. Et la première chose, si on veut, sur laquelle il tombe en sortant de son horloge, c'est sur une jeune fille qui trouve rien de mieux à faire que de le capturer. Cette jeune fille a à peu près le même âge que lui. Elle s'appelle Ultra Ingrate. Son prénom, c'est Ultra et son nom de famille, Ingrate. Elle est persuadée que Casper est un dangereux criminel recherché dans tout le royaume et c'est pour ça qu'elle le fait prisonnier. En plus d'Ultra Ingrate, Casper va faire plein de rencontres extraordinaires. En premier lieu, avec le dragon miniature, qui est l'animal domestique d'Ultra Ingrate qui se cache dans la poche de son pantalon. C'est un petit dragon qui s'appelle Arlo, qui est ultra sensible et surdoué et qui va leur sauver la mise plus d'une fois. Et tous les lecteurs de Gronde d'étoiles n'auront qu'une envie, c'est d'avoir un petit dragon domestique comme Arlo comme compagnon parce qu'il est absolument irrésistible. Les autres rencontres de Casper sont un peu moins sympathiques, plus impressionnantes et dangereuses, puisqu'il va rencontrer, entre autres, des géants des nuages qui peuvent vous écraser d'un coup de poing, des pierres qui parlent, et c'est des pierres d'une prison, donc c'est assez terrifiant aussi, et des trolls absolument redoutables. Mais surtout, les grands méchants qu'il va devoir affronter dans cette aventure, c'est une harpie maléfique qui dévore la magie de Gronde d'étoiles avec son armée de terribles griffons. La harpie et ses griffons menacent l'équilibre des royaumes invisibles, mais aussi de la Terre, puisque les royaumes invisibles font partie de notre planète.
Donc notre Casper, qui ne se sent pas du tout taillé pour l'aventure, c'est pas un petit garçon très courageux au départ, et bah, pourtant il va surmonter toutes les épreuves et sauver le monde avec l'aide de ses nouveaux amis. Parce que passer un premier temps un petit peu difficile avec Ultra Ingrate, son caractère et sa dose de mauvaise foi, ils finissent quand même par devenir amis et surmonter tous les dangers. Donc Ronde Étoile, vous l'aurez compris, c'est une aventure qui va à 100 à l'heure. Vous le verrez avec la couverture, on a des voyages en ballon, on a plein de scènes et un imaginaire totalement foisonnant. Comme thèmes centraux, on a l'amitié, l'aventure, on a une créativité complètement débridée dans tout cet univers fou et aussi une bonne grosse dose d'humour. C'est une série jeunesse, comme on aime bien en publier chez Gallimard. Au niveau des références, vous pouvez éventuellement rapprocher ça du monde de Narnia pour le côté fantastique et le fait de basculer dans un univers extraordinaire. Et chez Gallimard aussi, la série Le Club de l'ours polaire, qui est un univers avec beaucoup d'humour très décalé et beaucoup d'aventures. C'est une série qui fonctionne très très bien en Grande-Bretagne. Il y a eu 30 000 exemplaires vendus du tome 1 et 45 000 exemplaires de la série vendus en tout. Donc on espère qu'elle aura le même destin et qu'elle plaira à tous les petits lecteurs à partir de 9 ou 10 ans. Voilà. Léa, à toi. Je reprends la main pour parler d'un chef-d'œuvre de la réédition du Garçon en pyjama rayé qu'on avait sorti en 2006 et qui a eu un succès vraiment mondial puisqu'il y a eu 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était l'histoire de Bruno, un petit garçon de 9 ans qui suivait sa famille puisque son père était un haut gradé de l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale et que sur les ordres du Führer, comme dit Bruno, ils allaient à Auschwitz. Et en fait, tout le roman, donc vous pouvez le comprendre, est vu du point de vue du petit garçon qui ne comprend pas très bien ce qui se passe de l'autre côté des barbelés. Il y a un étrange village et il va en fait se lier d'amitié avec un petit garçon qui a l'impression est toujours habillé en pyjama rayé. Et donc, voilà, c'est une histoire très très forte qui, là, gagne encore plus en force par les dessins incroyables d'Oliver Jeffers. Le parti pris graphique, en fait, c'est 3 couleurs, le bleu, le rouge et le noir. Et par cette simplicité et à la fois cette puissance, il rend vraiment hommage à la force du texte. Et donc l'alliance des deux fonctionne très très bien. C'est à la fois sobre et glaçant. Et en même temps très accessible pour les enfants à partir de 11 ans environ. Le texte est accompagné d'une préface inédite en français de l'auteur, de John Boyne, qu'il avait écrite à l'occasion des 10 ans du roman. Et on est vraiment très, très heureux de republier ce texte et de le faire connaître, d'avoir l'occasion de le faire connaître encore davantage. Il paraît à l'occasion de la publication chez Lattès du séquel du Garçon en pyjama rayé qui raconte l'histoire de la sœur de Bruno plus tard et qui est, lui, un roman adulte. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup, Barbara. C'est très gentil d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle fin de soirée à l'heure qu'il est. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Donc, toujours, en fait, on va continuer un peu avec les lecteurs plus avancés.
puis je vais vous présenter tout simplement mon petit plaisir coupable. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis une grande adepte du fantasy depuis ma tendre enfance et la série de l'Antimagicien a été pour moi une superbe découverte. Et quand j'ai vu que Furia Perfax, qui était en fait une série parallèle à l'Antimagicien, allait sortir, j'ai osé demander directement à Gallimard Jeunesse en France s'il pouvait m'envoyer une copie avant même sa publication. Donc, merci Valentine. Je l'ai reçue et je l'ai aussitôt dévorée. Donc, pour les amateurs justement de séries fantastiques, vont être complètement comblés avec Furia Perfax de Sébastien de Castel. Donc, comme je vous le disais, c'est l'auteur de la série là, en 5 tomes de l'Antimagicien qu'on peut maintenant trouver là, dans sa totalité dans la collection Pôle Fiction. Furia est en fait un des personnages assez clés de la série de l'Antimagicien. Et en entrevue, on entendait l'auteur dire qu'en fait, il avait longtemps rêvé de lui offrir sa propre série à elle et de raconter son histoire. Et ça lui a quand même pris beaucoup, beaucoup de temps avant d'être capable de la cerner là, comme il faut. Il est retourné à l'écriture plusieurs fois. Il a demandé un délai pour pouvoir vraiment peaufiner son histoire et il a bien fait d'attendre. Et ce qui est important de mentionner, c'est que c'est absolument pas nécessaire d'avoir lu l'Antimagicien. Moi, je l'ai lu il y a quand même vraiment des années et je n'ai pas du tout été perdue là, à la lecture de Furia. Donc, on va suivre Furia dans sa quête de vengeance de l'enfance à l'adolescence, alors que toute sa tribu a été décimée par des mages, qu'elle a elle-même été enlevée et tatouée magiquement, la condamnant ainsi à une vie misérable et solitaire. On va voir évidemment comment elle va retourner cette situation-là à son avantage et continuer son chemin. Donc, la trame narrative est vraiment très, très bien ficelée. L'auteur nous emporte dans une direction puis nous détourne de ce chemin dans une autre direction complètement. J'ai vraiment été très, très surprise. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout qui sont survenues dans le roman. Et je pense qu'une des grandes forces, c'est au niveau des codes de la magie, qui ne sont pas du tout ceux que l'on croit ou qu'on a été capable de voir dans d'autres grandes séries de magie. Donc, c'est une magie qui est beaucoup plus sournoise, qui est basée sur la manipulation de l'esprit. Donc, on est vraiment dans un roman plus sombre, un petit peu plus, pour les lecteurs, vraiment un peu plus âgés et costauds. Puis, le personnage de Furia, la couverture est magnifique, elle est flamboyante, sombre, fascinante, mais ô combien résiliente. Donc, quand elle m'a demandé si j'avais des accès au dernier roman de Ruta Sepetys, une de ses auteurs favorites, j'ai pu m'empêcher de lui demander de venir nous dire ce qu'elle en pensait. Mais bon, comme elle travaille actuellement de façon acharnée aux Salons du Livre de Québec, elle ne pouvait pas être avec nous ce matin. Ceci dit, elle nous a quand même enregistré une petite vidéo. Je cède donc la parole à Sophie Gagnon, enseignante et blogueuse littéraire là, pour le blog Sophie-Lie, qui nous présentera « Si je dois te trahir ». Dans les pays de l'Est, dans les pays avec des régimes totalitaires, comme vraiment un des pires. Ce qui se passait en Roumanie, c'est vraiment terrifiant. Et on parle de lui, mais on parle aussi de sa femme, c'est-à-dire que Elena Ceausescu
était aussi vue comme la terrible. Et donc, bref, ils formaient un couple qui menait leur pays d'une main de fer. Ils allaient ailleurs, ils allaient à l'international, se vanter de plein de choses, mais à l'intérieur, c'était vraiment la faim, l'absence de moyens, l'absence de ressources et la peur. Parce qu'entre autres, il y avait une police intérieure, la sécurité, qui, en fait, menait vraiment des rafles en permanence et utilisait énormément d'informateurs. En fait, dans ton entourage, tu n'étais jamais sûr de qui est informateur ou pas. Alors, ça, c'est le contexte historique qu'elle a choisi pour cette histoire de Si je dois trahir. Et elle nous raconte l'histoire de Christiane. Donc, Christiane, en 1989, c'est un adolescent, jeune adulte qui vit avec sa famille dans un petit appartement, qui va à l'école. Et on comprend tout de suite que on est dans un moment très sombre, donc à la maison, c'est compliqué. Ses parents, ils travaillent tout le temps, ils ont de la difficulté à arriver. Sa sœur aide les parents, travaillant aussi comme couturière. Il y a le grand-père de Christiane qui, lui, porte en lui la révolution, porte en lui le désir de révéler au monde ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est peut-être lui qui a transmis ça à Christiane aussi. Christiane est un rêveur. Il écrit dans ses carnets qu'il cache dans le garde-robe qui lui sert de chambre. Et il rêve d'une vie meilleure. Ne serait-ce qu'à l'intérieur de ce qu'il a déjà, parce qu'il ne connaît pas l'extérieur. À part par des films qu'il voit des fois avec des amis dans le plus grand secret, des films américains qui leur parviennent de façon illégale, mais ils ont l'impression que ces films-là, en fait, ce n'est pas la réalité. Ils ont l'impression que c'est une espèce de Alice au pays des merveilles, tout ce qui se passe en Amérique à ce moment-là de l'histoire. Sauf que sa mère, en fait, elle travaille comme femme de ménage chez un membre du consulat des États-Unis. Et donc, lui va accompagner sa mère quelquefois. Il va nouer connaissance avec le fils de cette famille-là, qui est aussi adolescent. Et à son contact, il va découvrir qu'en effet, ailleurs, c'est complètement autre chose. On assiste aussi à la révolution dans les autres pays de l'Est. Donc, on va voir les autres pays qui changent et le désir de s'élever en Roumanie, le désir de faire cette révolution-là, mais à quel prix? C'est un livre très fort pour plusieurs raisons. D'abord pour cette histoire-là. Ensuite parce que entre le cadre historique où on accompagne en fait Christiane, il y a aussi toute la peur de la sécurité intérieure, toute la peur des délateurs. Puis Christiane lui-même va être sélectionné. On va utiliser $1 américain qui a été retrouvé dans ces choses, probablement offert par le fils de la famille du consulat, et on va le menacer. On va le menacer de faire mal à son grand-père, on va le menacer de faire mal à sa famille, puis on va le forcer à ramener des informations sur cette famille américaine-là. Nous, on le voit comme entrer dans la sécurité, voir avec ses rendez-vous. Ce qui est très chouette, c'est qu'on voit aussi en fait que l'agent écrit dans ses rapports avec Christiane tout au long. Et puis, à la fin des chapitres, Christiane répète souvent « Je pensais que je savais ce que je faisais, je pensais que c'est moi qui menais la danse, mais peut-être pas. » Et on va le voir, on l'accompagne jusqu'à la Révolution, mais on va voir tous les secrets qui ressortent et tout ce qui s'ensuit. C'est un livre, je ne pense pas que vous allez pouvoir le lire sans aller sur Wikipédia pour fouiller. Je vous avertis tout de suite, parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que étaient les informations, à quel moment ça s'est passé. C'est un livre aussi qui va se lire vraiment rapidement, d'autant plus que les chapitres sont vraiment courts. Donc, à la fois, on est pris par « je veux savoir ce qui va arriver », puis à la fois, on est pris par la brièveté des chapitres, c'est-à-dire que ça défile vraiment très, très rapidement. Ce n'est pas mon préféré de Ruta Sepetys, pour être tout à fait honnête avec vous, mais même quand ce n'est pas mon préféré de Ruta Sepetys, ça reste un livre extraordinaire. Bonne lecture! Je ne suis pas capable de parler aussi vite que ça, moi. Mais bon. Pour le prochain titre, en fait, je vais juste jouer les agaces parce qu'en fait, il va sortir seulement au mois d'août. Donc, on aura amplement l'occasion de s'en reparler. Ceci dit, je l'ai lu, c'est excellent. Donc, Famille de menteurs de E. Lockhart, qui est en fait un peu un prequel à Nous les menteurs. Donc, d'ici le mois d'août, je vous invite fortement à lire ou à relire Nous les menteurs et de renouer en fait un peu avec cette famille absolument extraordinaire que sont les Saint-Clair. Donc, voilà. Et c'est surtout, en fait, pour ne plus vous faire attendre aussi longtemps. Donc, pour clore cette section sur les romans jeunesse, c'est parce que vous l'attendiez sans doute avec impatience. Je vous partage un moment qui a été marquant pour moi et dans ma carrière.
que vous constaterez sans doute au rouge de mes joues sur l'écran. Donc, voici donc dans son intégralité l'entrevue que j'ai menée avec Christelle Dabos, autrice chez Gallimard Jeunesse de La Passe Miroir et de Ici et seulement ici que vous pourrez savourer très prochainement. D'abord, parler un petit peu à l'écran là, pour vous présenter, et ensuite je vous pose des questions. C'est bon? Voilà. Super, merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, grâce à la magie du virtuel, j'ai le grand privilège de m'entretenir avec Christelle Dabos sur son tout dernier roman, Ici et seulement ici, publié chez Gallimard Jeunesse et qui paraîtra en avril au Québec. Donc, Christelle, merci d'abord d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. On est tous très heureux. Donc, on vous connaît en fait, bien entendu, pour l'incroyable saga de La Passe Miroir, qui est devenue avec les années un phénomène littéraire, tant ici au Québec qu'en Europe. Et ce que certains seront peut-être étonnés d'apprendre, en fait, c'est que le premier tome de la série, Les fiancés de l'hiver, est en fait le tout premier texte que vous avez écrit. Et en 2013, vous l'avez soumis à la première édition du concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse. Et vous en êtes devenue la grande lauréate, permettant ainsi en fait à des milliers de lecteurs de découvrir votre univers fantastique. Aujourd'hui, il y a 3 autres tomes qui complètent désormais l'histoire de l'attachante et lunatique Ophélie, qui est fiancée contre son gré à Thorn, un personnage sombre et énigmatique. Donc, le tome 2, Les disparus du clair de lune, le 3, La mémoire de Babel, et le 4, La tempête des échos, qui termine la saga et qui est paru en 2019. Christelle, il y a un fait un peu étonnant. En fait, vous avez d'abord et avant tout fait des études pour devenir bibliothécaire. Comment l'écriture est arrivée dans votre vie? Alors, pour être tout à fait exact, La Passe Miroir n'est pas le premier texte que j'ai écrit, mais c'est le premier roman que j'ai soumis à l'édition et qui a été publié. Ouais, j'ai eu cette chance que ce soit vraiment retenu du premier coup. J'ai écrit avant, mais je me suis beaucoup cherchée. La Passe Miroir, ça a été vraiment l'histoire où je me suis dit, ça y est, j'ai mon monde, j'ai mon univers, ça y est, je suis en plein dedans. Le déclic de l'écriture, je l'ai eu quand j'avais une vingtaine d'années et que j'étais à la faculté de lettres à Nice, et avec des études qui n'avaient absolument aucun rapport avec ça. Hein. C'était des études d'espagnol et même dans ce domaine-là, je me cherchais. Hein. J'ai fait beaucoup de formations, je ne suis jamais allée jusqu'au bout, j'ai vraiment eu du mal. Hein. J'ai pas mal vagabondé d'un amphithéâtre à un autre, quoi, à la faculté. Et en fait, c'est une amie qui a été absolument persuadée que j'étais faite pour écrire alors qu'elle n'avait rien lu de moi. Alors, soit elle est très intuitive, soit je suis très influençable. Mais voilà, le fait est qu'elle a eu raison. Elle m'a encouragée, elle m'a vraiment tendu des feuilles vierges avec juste un titre en me disant « écris l'histoire qui va avec le titre ». Et je me suis prise au jeu et jusqu'à ce que le déclic se produise. Alors, le déclic, je pense que c'est exactement le même lorsqu'on a le déclic de la lecture et qu'on a le livre qui nous fait vraiment aimer la lecture, le livre qu'on ne peut pas lâcher, qui fait qu'on est en transe, qu'on va passer une nuit blanche. Ben, c'est pareil pour l'écriture. Le déclic, la transe, elle est là, on est fébrile, on ne sait pas ce qui se passe, c'est comme un sentiment amoureux en fait, hein. C'est vraiment ce symptôme-là. Donc, grâce à cette amie, j'ai pu avoir ce déclic-là. Et après, ben voilà, j'ai écrit, mais je me suis cherchée, quoi. J'ai fait de la fanfiction alors j'allais dire sur Harry Potter, mais spécifiquement sur Severus Rogue dans les Harry Potter. Voilà, c'était lui, le personnage qui. Et après quoi, j'ai tenté de faire un premier roman original avec de gros guillemets parce qu'il ne l'était pas du tout. Et c'était pas encore La Passe Miroir, c'était un autre texte. Mais c'est bien parce que j'ai fait plein comme ça d'erreurs, plein d'errances. Et il m'a fallu du temps, ça m'a pris vraiment plusieurs années avant d'avoir enfin cette histoire, La Passe Miroir, qui, elle, allait être... Là, j'ai tapé en plein dans mon univers, ça y est. Donc, aujourd'hui, après presque 4 ans d'absence sur la scène littéraire, vous avez pris une petite pause après La Passe Miroir,
vous revenez avec Ici et seulement ici, un roman choral à 4 voix sur les tourments de l'adolescence. On rencontre d'abord Iris qui essaie de se fondre dans la masse et Pierre qui ne sait pas être autre chose qu'un bouc émissaire. Il y a aussi Madeleine en pleine crise un peu mystico-existentielle et Guy qui est constamment tiraillé par son désir de plaire et celui de se rebeller. Est-ce qu'on peut voir, en fait, dans ce roman, une forme de catharsis par rapport à votre propre adolescence? Ah, je me suis fait bien, bien plaisir. En fait, autant j'ai adoré mon enfance et l'école primaire, autant le collège, je l'ai senti passer. Hein. Vraiment, c'était vraiment l'expulsion brutale de l'enfance. Pour moi, c'était ça. Il y avait vraiment l'avant et l'après. Et dans cette cour de récréation qui n'est pas récréative du tout, en tout cas pas celle que j'ai connue, ça a été un apprentissage. Voilà, j'ai fait un nouvel apprentissage. J'avais pas de mode d'emploi. J'étais vraiment désarmée. Je ne savais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de nouvelles règles. Je ne les comprends pas. C'était un peu tacite. Et oui, cet univers-là m'a marqué. Ce petit trait d'union entre l'enfance et puis après les années lycée, plus tard quand j'étais jeune adulte, il y a eu cette période de transition qui correspond pile à l'adolescence, donc la métamorphose aussi du corps, avec tout ce que ça entraîne. Ça m'a marqué et pendant très longtemps, je n'ai pas souhaité trop l'évoquer. Donc, ni dans l'écriture, c'était quelque chose un peu... Je n'aimais pas évoquer ce souvenir, donc c'était un peu refoulé. J'ai tenté une fois d'écrire un texte dessus et ça n'a pas pris. J'étais mal à l'aise. Et est arrivé ce moment où là, donc, avec la fin de la passe miroir, qui a peut-être contribué à un processus. Je pense que la passe miroir m'a beaucoup aidé à faire un très long processus. J'ai déménagé en Belgique. J'ai juste changé de rue, en fait, toujours dans le même village, mais j'ai emménagé en face d'une école. Je me demande si ça n'a pas fait une remontée de souvenirs d'entendre cette sonnerie, de voir ses élèves. Et là, tout d'un coup, j'ai vraiment eu l'afflux des souvenirs, d'abord de mes années de primaire, puis des années collège. Et là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose. Et là, vraiment, c'était très joyeux. Là, c'était plus du tout du malaise, c'était vraiment, il y avait une sorte d'euphorie. Et ce roman, il s'est écrit absolument tout seul au milieu des cartons de déménagement. Donc, ici et seulement ici, comme vous venez en fait un peu de le dire, c'est l'histoire d'un passage obligé et d'un lieu. Moi, je retiens beaucoup l'idée du lieu qui est inévitable en fait à l'adolescence, donc le collège en France, et ici qui correspond aux années du secondaire. Et dans le roman, je l'ai pris en note au moment de la lecture parce que ça m'a vraiment frappé comment vous le décrivez. Donc, vous le dites, ici, c'est le lieu où l'on disparaît, où on assassine, où on révolutionne et où l'on est tout à la fois. Pouvez-vous me parler, en fait, un peu, me raconter l'histoire de ce ici? Alors, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de ne pas m'enfermer dans juste moi, mes souvenirs personnels de collège. Je me suis beaucoup plus intéressée à cette période et à ce lieu, effectivement, mais dans ce qu'il peut y avoir d'un peu d'absolu et d'incontournable. Et alors, universel, je ne sais pas, mais voilà, on va dire très répandu, on va dire à l'échelle planétaire, ce lieu de transition. Et de même, je voulais pas être enfermée dans un seul point de vue, juste dire ah bah tiens, c'est moi, j'ai des comptes à régler, ça m'intéressait pas du tout. J'avais envie de voir toute cette mécanique qui se met spontanément en place dans cette cour de récréation et qui se reproduit de génération en génération avec finalement des rôles que chacun alors s'attribue, je ne sais pas, c'est la mécanique du groupe presque une sorte d'inconscient collectif en fait qui se met en place et où il y a ceux qui oppressent, ceux qui sont oppressés, mais qui ne se perçoivent pas toujours comme tels. Hein. Les oppresseurs ne se voient pas eux-mêmes comme des oppresseurs. Et j'avais pour ça vraiment envie d'avoir une multiplicité de points de vue, de voir vraiment ça avec différents angles de vue
et sans jugement. Ça ne m'intéressait pas du tout d'aller commencer à juger les personnages et de voir justement presque un processus digestif qui se fait et qui fait que symboliquement, oui, quelque part, on meurt et on ressuscite. Et on n'est pas la même personne à la fin, c'est pas la même personne qu'on était au début. Donc, c'est vraiment un lieu qui transforme. Et sans tomber dans le fantastique à proprement parler, ici et seulement ici, en fait, comporte quand même sa part de surnaturel, d'étrangeté. Vous le décrivez d'ailleurs vous-même comme un roman qui vient s'ancrer dans une forme de réalisme magique. Comment expliquez-vous la présence de cette autre dimension dans votre roman qui nous projette en dehors de la réalité là, telle qu'on la connaît? Alors, j'ai cette imagination qui me colle à la peau, qui fait que ça déborde continuellement. Je ne sais pas encore si je serais capable d'écrire un récit purement réaliste. Il faut toujours qu'il y ait ce pas de côté. C'est plus fort que moi, d'une façon ou d'une autre. Et quelque part, parce que je trouve que ça dépasse la réalité, ça nous permet de la réaborder sous un angle différent. Et justement, le terme réalisme magique, je trouve que ça s'y prêtait bien parce que le fantastique, c'est vraiment quand il y a un élément surnaturel et qui provoque la surprise chez les personnages. Alors que là, pas du tout. Il y a une sorte de cohabitation entre la réalité la plus dure et même, on peut le dire, la plus crue. Et c'est une dimension magique, mais qui est totalement acceptée par les personnages, et non seulement acceptée, mais d'une certaine façon même générée. Et à un point que même moi, lorsque j'étais dans cette histoire, je ne savais pas me dire, est-ce que ça se produit réellement ainsi, ou est-ce que c'est vraiment eux qui sont dans une sorte de délire collectif et qui sont, qui provoquent ces phénomènes-là et qui se créent leur propre malédiction, en fait. Et donc, effectivement, j'ai cette construction-là, en fait, de l'étrangeté qui amène tranquillement dans le roman est absolument extraordinaire. Mais vous avez quand même déclaré avoir été surprise par les réactions très, très différentes de vos proches à la lecture de ce livre. Donc, certains l'ont trouvé très sombre, d'autres lumineux, violent, mais avec plein d'espoir. En fait, pour terminer, vous, Christelle, comment le qualifieriez-vous, ce roman? Pour moi, vraiment, l'expérience à l'écriture, ça a été de la joie. Pour moi, ça a été... alors, je peux comprendre que ce ne soit pas ressenti pareil à la lecture, mais moi, ça a été une libération. Vraiment, dès les premières lignes, j'ai senti qu'il y a quelque chose de très joyeux qui était en train de se libérer. Et même cet espace ici, je le ressentais intérieurement et j'ai l'impression de m'éteindre de plus en plus et même moi, intérieurement, d'avoir de plus en plus d'espace dedans. Donc, voilà. Pour moi, ça a été la libération et je pense que maintenant, je suis totalement en paix et réconciliée avec cette période-là de ma vie. Christelle, je vous laisse en fait l'occasion. Moi, je n'ai pas d'autres questions, mais est-ce qu'il y a des mots que vous aimeriez adresser en fait à votre public québécois? Il vous attend avec impatience. Alors, j'ai reçu plusieurs messages de mon lectorat de Québec et qui me disent « Mais quand est-ce que vous venez ?» Alors, c'est vrai que je ne suis jamais venue encore et jusqu'à très récemment, je ne prenais pas l'avion. J'avais vraiment un gros blocage avec ça, un blocage que j'ai réussi à surmonter. Donc, maintenant, ça va. J'arrive à le prendre sans tout à fait paniquer. Donc, je me suis en train de me dire, un jour, pourquoi pas venir à votre rencontre et moi, voilà, me déplacer. Je commence à bien l'envisager. Voilà. Je suis prête pour cette rencontre au-delà du miroir et dans un nouvel ici avec vous. Et vous serez la bienvenue, vraiment. Ce serait vraiment un très, très grand plaisir pour nous tous de vous recevoir. Christelle, merci beaucoup pour votre générosité, votre présence, votre écriture. Merci.
Un grand merci également. Merci de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer ainsi, faute d'être là en présentiel. Voilà, d'avoir pu trouver cet arrangement, c'était vraiment chouette. Donc, je dois vous dire, en fait, que la raison pour laquelle Christelle ne pouvait être en présence aujourd'hui avec nous, c'est qu'elle est en ce moment même au lancement français de Ici et seulement ici. Donc, voilà. Vous avez vu, hein, j'étais bien énervée. Donc, on achève, on s'en va du côté des documentaires. Puis je vous avoue, en fait, avoir été vraiment quand même impressionnée là, par la diversité et l'originalité des albums que j'ai eus sous la main dans les derniers mois, en fait. Je vais vous en présenter seulement 5, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et je considère que les enfants de nos jours là, sont vraiment privilégiés, en fait, d'avoir accès à des œuvres là, d'une telle qualité qu'on pourrait presque considérer là, comme des œuvres d'art, le temps ils sont beaux. Donc, le premier documentaire que je vous présente, c'est Insectes, qui est publié chez Gallimard Jeunesse, qui est en fait tout simplement un petit bijou pour célébrer la biodiversité et découvrir la vie secrète des insectes. Je vous le dis, les entomologistes en herbe là, vont en raffoler. Donc, l'album est d'abord découpé en 3 parties, chacune explorant l'anatomie et les stratégies des insectes pour satisfaire leurs 3 besoins vitaux, donc se nourrir, se reproduire et se défendre. À l'intérieur de ces 3 grands thèmes, on va se promener là, dans différents milieux naturels où vivent les insectes, donc dans les prairies, la mare, la forêt, et je vous les dénomme pas tous, là, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Puis ensuite, on va aussi alterner avec les ambiances de jour, de nuit, l'été, l'hiver. Puis toujours, en fait, dans un style là, très, très varié qui va alterner, en fait, avec, à la limite, là, presque de la poésie et des notes qui sont très, très encyclopédiques. Donc, par petites bulles, on promène le regard là, comme butinent les abeilles. On va nous présenter, comme dans cette image-là, les insectes là, dans le détail. Certains sont connus, d'autres vraiment beaucoup plus rares, dont je n'avais jamais entendu parler. Puis en fait, en bout de ligne, on va vraiment nous révéler là, pourquoi les insectes sont essentiels pour l'équilibre du monde et pour nous, en fait, les humains. Toujours chez Gallimard Jeunesse, Owen Davey, que l'on aime toujours autant, revient en fait avec un 8e titre de sa série d'albums documentaires sur les animaux. Cette fois-ci, il va explorer le monde fascinant et glacial des manchots. Donc, la facture de l'album est toujours aussi belle. Donc, la fabrication du livre très, très soignée avec un magnifique papier offset et une superbe couverture toilée. Les illustrations sont mises en valeur de façon élégante, vraiment pour mettre en valeur le graphique et le coloris, en fait, que l'auteur a choisi. Pour l'information, tout y est. Comme toujours, les différentes familles de manchots, leurs caractéristiques, leur façon particulière de se déplacer, leur alimentation, leur mode de reproduction. Bref, en fait, tout ce qu'un enfant ou même un adulte souhaiterait savoir sur les manchots, ça y est. Puis en prime, en fait, on a aussi quelques explications pour conscientiser en fait, le lecteur à la protection de cette espèce et de son environnement. Tout simplement un splendide ajout à la collection là, des 7 autres albums de Owen Davey. Les éditions La Partie, si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment une toute petite maison émergente. Je sais que ma prédécesseur, Delphine, vous les avez présentées avec un album qui s'intitule 24 marchés autour du monde. Donc, c'est vraiment une maison qui est émergente et qui mérite quand même d'être un peu plus connue. Puis c'est pourquoi, en fait, très brièvement, en fait, j'ai invité l'éditrice Camille Vasseur de venir nous présenter La vie secrète des émotions, qui est en fait un album qui poursuit le travail qui a été amorcé dans Nous, les émotions, qui est paru là, il y a quelques temps. Et vraiment un essentiel là, pour aborder le sujet des émotions chez les enfants. Bonjour, je suis Camille aux éditions de La Partie, je suis éditrice.
et je suis notamment chargée du domaine étranger du catalogue. Je suis heureuse de participer à cette présentation, même virtuellement aujourd'hui, pour vous présenter La vie secrète des émotions, qui est le deuxième album de Tina Osiewicz et Alexandra Nayons, paru en mars dernier et qui fait suite à Nous les émotions, paru en septembre 2021, qui a connu un beau succès de librairie puisqu'il s'est vendu à plus de 16 000 exemplaires à ce jour. Ce sont deux albums qui nous viennent de Pologne. Et avant de vous présenter la nouveauté, je vais revenir rapidement sur le premier volume. Dans Nous les émotions, on assiste à un véritable défilé de petites créatures grises. Il y en a 31 et chacune incarne une émotion. Certaines représentations sont familières, comme la joie qui bondit sur un trampoline ou encore la colère qui explose. Mais d'autres intriguent, bouleversent ou font mouche. Par exemple, la patience, qui possède un magnifique jardin, la jalousie qui piétine tout ce qui est beau, la confiance qui construit des ponts, la tristesse qui s'emmitoufle dans une couverture, la peur qui fait comme si elle n'était pas là, ou encore l'amour qui illumine. Le parti pris de ne pas utiliser la couleur pour symboliser les émotions confère à cet album une vraie originalité. Les autrices nous présentent tout ce petit monde sans chercher à le classer ou à les répartir entre bonnes et mauvaises émotions. Elles rappellent simplement que toutes ces émotions vivent en chacun d'entre nous. Ce premier livre est à mes yeux une merveille d'équilibre et d'intelligence, et elles vont encore plus loin avec le second, La vie secrète des émotions. Dans ce nouvel album, on retrouve les émotions, mais cette fois, elles ne défilent plus, elles se côtoient, et elles nous en disent plus sur ce qu'elles ressentent. Les textes sont plus longs et s'adressent à des lecteurs plus âgés, je dirais à partir de 6-7 ans. On retrouve certaines émotions déjà croisées dans les précédents albums, par exemple la crainte et la curiosité qui ont plus de choses en commun qu'il n'y paraît, ou encore la patience qui prépare des confitures pour les autres. On retrouve aussi le courage qui va nous présenter sa grande sœur, la confiance qui construit des ponts. Mais on va aussi découvrir de nouveaux venus comme l'entêtement qui se colle toujours à des endroits improbables, ou encore la malveillance qui concocte des poisons et se déguise pour les tester sur ceux qu'elle déteste le plus, la satisfaction, la joie ou encore le bonheur. Il y a en tout 8 histoires. Le blanc du premier album laisse place à des décors ou à des scènes plus détaillées. C'est sensible, c'est philosophique, c'est un album pour considérer avec bienveillance la complexité de nos émotions et aller encore plus loin dans l'introspection. Je vous remercie de votre attention et pour clore cette présentation, je vous laisse avec la formidable bande-annonce animée du livre. À bientôt. On va loin hein, avec ça. Et les albums en valent vraiment tout autant la peine. Sérieusement, précipitez-vous. On poursuit en fait notre parcours chez Phaidon. Donc, en fait, l'année 2023 va sonner en fait le 100e anniversaire de l'incontournable maison d'édition Phaidon, qui a toujours su se démarquer par la très grande qualité de ses albums documentaires, tant par l'originalité des sujets qu'elle explore que par la facture visuelle de ses livres, qui est toujours remarquable, que ce soit en dessin ou en photo. Donc, rivalisant encore une fois d'ingéniosité, Phaidon publie un premier livre d'histoire culinaire, À table avec les pirates, les ninjas et autres personnages historiques, proposant en fait aux enfants de découvrir ce que mangeaient les peuples à travers les âges, des Aztèques aux Vikings, en passant par les pirates et les ninjas. On va aussi aller en Chine. Écoutez, on fait vraiment le tour du monde. Donc, l'album se découpe toujours en 2 grandes pages. La première pose une question, donc que mangeaient les hommes préhistoriques? Et la deuxième répond à cette question en détaillant un certain menu de ce qu'on mangeait et de ce qu'on ne mangeait pas. Donc, on apprend que les Égyptiens mangeaient du hérisson cuit dans l'argile, que les ninjas mangeaient du serpent et que les pirates se nourrissaient d'œufs et bien d'autres choses intéressantes comme ça.
On va aussi aborder l'alimentation des astronautes et on va se projeter dans le futur puis pour explorer en fait différentes alternatives culinaires qui pourraient être envisagées. Au passage, l'album inclut 4 recettes d'époques différentes que vous pouvez tester à la maison ou en classe là, pour mettre tout ça en pratique. Et donc, ponctué de devinettes, d'anecdotes, de feuilletonnants et de délicieuses révélations, ce documentaire éveillera certainement un intérêt durable pour la gastronomie. Et qui sait, peut-être que vos enfants accepteront de goûter à autre chose. Et donc, le dernier livre que je vous présente aujourd'hui est le documentaire idéal pour amorcer la saison printanière, Un monde de plantes, qui est aussi publié chez Phaidon. Et tout simplement, en fait, un délice pour les yeux et une ode merveilleuse au monde végétal qui nous entoure. On va y retrouver en fait 66 plantes extraordinaires issues de 6 zones climatiques du globe. Je vous en présente 4 ici. Certaines dont les plantes, pas les zones du globe, dont j'avais même jamais entendu parler. Chaque zone est ensuite découpée en habitats, de la mangrove à la savane, en passant par la forêt boréale et la taïga. Donc, il y a vraiment un bel espace qui est réservé là, à nos climats ici, québécois et canadiens. Je pense que c'est un outil qui va être fort utile pour l'enseignement autant de la géographie que de la biologie. On va aussi nous révéler le rôle essentiel des plantes pour l'équilibre écologique, en sensibilisant les lecteurs à prendre soin de cette nature qui est protectrice et nourricière. Et chaque chapitre se termine ensuite par une sélection de plantes qui est cultivable à la maison, là, donc de toutes les régions, là, que ce soit tropicales, méditerranéennes et compagnie, et les soins qu'on doit leur apporter qui vont favoriser un peu la responsabilisation et, encore une fois, chez Phaidon, l'apprentissage par la pratique. Sincèrement, s'il n'y a qu'un seul documentaire à choisir ce printemps, pour moi, c'est Un monde de plantes. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation d'aujourd'hui. Comme je vous disais en début de présentation, j'en ai lu 3 fois ce que je viens de vous présenter. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos libraires, vos bibliothécaires, à fouiller sur les sites Internet, à nous écrire aussi. Jean-Baptiste et moi, on est derrière nos courriels. On est toujours partant pour des animations, des événements et tout ça. Merci à la Maison de la littérature, Daniel, qui est à la technique, qui nous a offert un cadre incroyable. Je me sens comme une vedette. Et merci à vous d'avoir été là à la maison et on se revoit très bientôt.